inspirons le changement, inspiration. L'inspiration, c'est l'inspiration des artistes, c'est l'inspiration des écrivains, le talent qui leur amène la façon de dire les choses. Je crois que le talent pour trouver la façon d'expliquer les choses est important de la part des figures qui représentent le mouvement. Mais la question de l'inspiration du changement, c'est l'inspiration par le peuple lui-même, l'inspiration par les habitants, par les citoyens. De quelle manière le mouvement citoyen, le mouvement de masse peut-il inspirer l'organisation de partis politiques et d'organisations du changement? De quelle manière le mouvement citoyen peut-il prendre place dans des organisations et comment ces organisations peuvent-elles avoir une approche démocratique permettant de faire place aux citoyens dans les listes, dans les décisions, dans les programmes, à tout moment. Podemos a une expérience, France Insoumise en a une autre, proche parfois mais divergente aussi sur certains points, divergente au sens que ça ne s'est pas fait de la même façon. Et c'est intéressant qu'on discute de comment est-ce que la population, le peuple prend part aux décisions dans les organisations politiques. Donc, Esperanza, inspirando el cambio, como el pueblo puede inspirar a Podemos para el cambio en las listas electorales, en los programas, en las decisiones que se toman. Inspirarlo también para cambiar este mundo injusto, ¿no? En todos los sentidos. Ah, ¿me escucháis? ¿Sí? Bueno, yo lo primero de todo me disculpo. Aquí, mira, aquí. ¿Así? ¿Apoyado y todo? Vale. Me disculpo porque mi intervención va a ser en castellano, entonces me van a ir traduciendo, imagino, poco a poco. Entonces, gracias por la paciencia, lo primero de todo. Lo primero, quiero dar las gracias por esta invitación, por traerme aquí a la Fiesta de la Humanidad, que me hace mucha ilusión. No sabía cuál era la repercusión, esta ciudad que se ha convertido en una fiesta de la humanidad y realmente se siente como tal. Me hace mucha ilusión porque además, cuando recibí esta invitación del debate, ponía la dirección y era la avenida Simón Bolívar con la avenida Che Guevara. Entonces ya decía, bueno, aquí sí. ¿Sigo? Cuando me digáis. Vale. Y claro, justamente yo estoy leyendo un libro ahora mismo que se llama La invención de la naturaleza y es una biografía de Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt es la persona que tiene ahora mismo en todo el planeta el mayor número de monumentos geográficos, las calles, universidades, montones de sitios en su nombre, y es especialmente conocido en Latinoamérica. Alexander von Humboldt conoció a un joven que se codeaba con la burguesía, un poco en París, a principios del siglo XIX, que le gustaba mucho el juego y la bebida. Ese joven se llamaba Simón Bolívar. ¿A mí cuándo? Bon, d'abord, bonjour à tous et merci de cette invitation. Et je m'excuse pour la langue de mon intervention qui va être l'espagnol. Et bon, d'abord vous dire que je suis très contente d'être ici. Et quand j'ai reçu l'invitation et j'ai vu l'emplacement des stands entre l'avenue Simón Bolívar et Che Guevara, je me suis dit que c'était l'emplacement idéal. Je voulais vous raconter une petite anecdote. Et c'est qu'en ce moment, je suis en train de lire un bouquin qui est écrit par Alexandre von Humboldt, qui s'appelle L'invitant de la nature. Et Alexandre von Humboldt, c'est quelqu'un qui a le plus de monuments géographiques et il est vraiment très très connu en Amérique latine. Un jour, il a rencontré un garçon qui s'appelait Simón Bolívar. Aquí en París, hace 200 años. Y resulta que Alexander von Humboldt conocía muy bien Latinoamérica. Lo conocía tan bien que lo conocía mucho mejor que Simón Bolívar. Y fue él el que le inspiró a Simón Bolívar respecto a todas las grandeza y geografía y maravillas del origen del cual él provenía.
Entonces me parecía como el emplazamiento ideal que estemos hablando de promover la ilusión en un sitio que tiene este nombre, la Avenida Simón Bolívar. Simón Bolívar, además, con ese sentimiento de grandeza de lo que había dejado atrás, volvió y uno de los... Bueno, lo que se enfrentó fueron a 20 años de muchas guerras y mucha sangre, pero el éxito de su lucha contra el colonialismo, porque de las ideas que Humboldt le transmitió, era precisamente cómo la opresión de sus pueblos por las colonias españolas y europeas estaban destruyendo el medio ambiente, estaban destruyendo a sus pueblos. Habían generado 300 años de colonialismo que habían enraizado el odio entre las razas. Estaban los criollos, los mestizos, los esclavos, estaban las mujeres, los niños, todos enfrentados entre sí. La fuerza de Simón Bolívar a su vuelta y la fuerza que pudo luchar contra tantos años, cientos de años de colonialismo, fue precisamente hacerles ver que luchaban por su libertad. Luchaban por una libertad que no dependía del esclavo infrahumano, que no era una lucha contra el criollo, que no era una lucha contra el indio ni el indígena. Era una lucha contra los poderosos que les estaban saqueando. Bon. En fait, Alexandre Benjungo, il connaissait très bien l'Amérique latine et c'est lui qui a inspiré Simón Bolívar sur les merveilles de son pays. Nous, Simón Bolívar, en fait, quand il est rentré dans son pays, il a retrouvé que l'Amérique latine était en pleine guerre et que son peuple était en train de se détruire les uns entre les autres et de détruire aussi l'environnement. Les 300 ans de colonialisme ont fait vraiment du mal dans l'Amérique latine et en plus, ils ont fait grandir la haine entre son peuple. La force de Simón Bolívar, ça a été fait voir à son peuple qu'ils devaient tous être ensemble pour lutter pour sa liberté. Ce n'est pas lutter les uns contre les autres, c'est lutter tous ensemble pour la liberté de son peuple. Alors, Raquel, Simón Bolívar, figure impressionnante, qui a connu Paris, qui a une belle avenue dans Paris aussi. Simón Bolívar, rassembleur du peuple divisé, en leur montrant que tous leurs problèmes, leurs souffrances ne venaient pas d'ennemis du peuple lui-même, mais venaient des puissants qui les dépouillaient. Quelles leçons en tirer aujourd'hui ? Bon, ce que dit Esperanza est extrêmement intéressant parce que, bon, d'abord, moi, j'ignorais que Humboldt avait connu Simón Bolívar. Je suis comme tout le monde, je connais Humboldt par le courant, les universités, les avenues, etc. Mais je ne savais pas qu'ils s'étaient rencontrés, encore moins à Paris. Donc là, tu as piqué ma curiosité et je vais me renseigner sur cette rencontre qui visiblement a été très fructueuse. Et ce qui je trouve très intéressant dans ce que tu racontes de cet échange entre Humboldt et Bolívar, c'est en fait un conseil décisif finalement que donne Humboldt à Bolívar, c'est d'identifier correctement l'ennemi. Identifier correctement l'ennemi. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que finalement, la désignation de qui est l'auteur des injustices, qui est réellement la personne sur qui il faut concentrer les efforts, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Et là, si je ramène ça à notre époque actuelle, moi, je le vois dans mon parcours militant. Moi, j'ai milité, ça fait 25 ans que je milite. Et quand j'ai commencé à militer, le monde était très simple. Il y avait la droite et la gauche. C'était très simple. Donc, en fait, les ennemis, c'était la droite. Et quand j'entends la droite, c'est très large, c'est-à-dire Ronald Reagan, je veux dire, voilà, les Américains, tout ça, quoi, quelque chose de très large, l'Empire, bon, il y avait un monde bipolaire, et on était d'un côté ou on était de l'autre, et dans le fond, on savait ce qu'on avait à faire quand on était dans un combat, et finalement, ce mot gauche, il nous servait un peu comme foyer au chaud, hein, où on pouvait se regrouper, s'identifier, et puis finalement, sans finalement forcément se poser beaucoup de questions, et faire sa petite popote de gauche et se dire je suis en train de lutter. Et au fil
au fil des années, clairement, cette façon de voir et de latéraliser la vie politique, elle s'est épuisée. Hein, moi, ma dernière expérience militante que j'ai menée vraiment sur cette latéralité-là, c'est les élections européennes de 2014, où nous avons fait en France une liste du Front de gauche, ce qui avant ça s'appelait le Front de gauche, c'était une alliance de partis, donc le Parti communiste, le Parti de gauche, des groupes trotskistes, bon, une alliance, un cartel de partis. Et dans le fond, on avait 2 messages lors de ces élections européennes. Un, François Hollande, c'est nul. Et ça, c'est vrai. On disait, ah, François Hollande, c'est mal. Tout le monde disait, mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est vrai que François Hollande, c'est mal? Tout le monde était d'accord avec nous. Hein. Alors là, sur les marchés, tout le monde était d'accord. C'était comme une sorte d'unanimisme pour critiquer François Hollande. Et l'Union européenne, telle qu'elle est là, aussi, ça va pas. Là aussi, tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord. Donc il y avait une sorte de campagne électorale où on se disait, bon, bah, il faut voter Front de gauche parce que François Hollande, ça va pas et l'Union européenne, ça va pas. Et au final de cette campagne, on a eu des scores de merde. De merde, vraiment. C'est-à-dire 6%, 7%, des choses nulles. Et moi, c'est là où j'ai eu comme une sorte de choc personnel. Je me suis dit, je ne peux pas consacrer autant d'énergie à militer dans ma vie pour rien. Ou pas rien, mais pas pour la victoire. Bon, on est là pour gagner. Et c'est à partir de là que, grâce notamment à ce qui s'était passé en Amérique latine dans les années 90 et 2000, j'ai davantage réfléchi et je suis tombée d'accord avec ce qu'avaient écrit notamment Ernesto Laclau et Chantal Mouffe sur une autre type de latéralité de la vie politique, qui est la latéralité oligarchie-peuple. Et elle me semblait plus en capacité de générer ce qu'en espagnol on dit la ilusión. C'est un faux ami en français, parce qu'en français ça veut dire illusion, ce qui veut dire en fait quelque chose qui n'existera pas, alors qu'en fait en espagnol la ilusión c'est l'espoir, c'est esperanza, c'est au contraire, c'est le fait qu'on croit en quelque chose. Donc le côté un peu positif, donc identifier correctement l'ennemi, et puis en même temps avoir conscience soi-même de ce qu'on représente avec ce vocable peuple qui finalement est suffisamment large pour que tout le monde s'y retrouve. Il n'y a pas besoin de commencer à créer des limites ou à définir des vocables, parce que la difficulté du mot gauche, c'est qu'il y a des gens pour qui ça reste quelque chose de clair, savoir ce que c'est de gauche. Par exemple, ça va renvoyer au partage des richesses, par exemple, ça va renvoyer à la protection de l'environnement, je ne sais pas moi, à la laïcité, aux libertés, au féminisme, je ne sais pas, ça peut renvoyer à toutes ces notions-là. Et puis il y a une grande majorité des gens pour qui ce mot ne renvoie pas à toutes ces notions. Donc si on veut parler de partage des richesses, il ne faut pas dire gauche, il faut dire partage des richesses. Si on veut dire protection de l'environnement, il ne faut pas dire gauche, il faut dire protection de l'environnement, et ainsi de suite. Bon. Donc en court-circuitant ce mot, bon, je me suis aperçue qu'on était dans une capacité plus large d'accueillir des personnes qui sont sorties de quoi? Du geste souverain, qui est celui d'exercer le pouvoir réel à travers les élections. Et là, je termine juste là-dessus, parce que c'est vrai que la difficulté essentielle que nous avons en France, c'est l'abstention. On a un système politique, la Ve République, la Constitution actuelle, qui a expulsé massivement la classe ouvrière et le peuple du pouvoir politique. Mais massivement, massivement. C'est-à-dire qu'on va voter au présidentiel, le président concentre tous les pouvoirs comme un monarque, et après, il y a des élections intermédiaires qui n'ont aucun effet sur le quotidien, et les gens n'y vont pas. Et donc les gens savent voter une fois, 2 fois, puis finalement se disent faut arrêter de me prendre pour des cons, quoi. Je ne vais plus y aller pour voter pour des gens qui me trahissent. Donc ce système-là, c'est notre première difficulté à nous, et parce qu'on a besoin de cette classe ouvrière et du peuple populaire, c'est-à-dire les gens qui gagnent le moins, les gens les moins diplômés, les gens qui souffrent du système économique. On a besoin qu'ils viennent voter aux élections. Or, en disant Union européenne c'est nul, François Hollande c'est nul, le PS c'est nul, le Front de gauche va remplacer le PS, toutes ces espèces de disputes au sein des organisations politiques de la gauche, là, les gens, ça maintient l'expulsion en fait de la vie politique, c'est pas du tout engageant, ça génère pas cette illusion, voilà. Et du coup, avec cette idée de peuple, avec derrière l'idée que le souverain finalement, donc c'est le peuple, et que donc il faut commencer par la question démocratique, avant, qui est un préalable à la question sociale et un préalable à la question environnementale. C'est-à-dire on ne peut pas obtenir l'égalité
l'égalité dans la justice sociale et la protection de l'environnement si on n'a pas le pouvoir, si on n'est pas le souverain. Donc il faut commencer par la base. Donc on a mis numéro 1 dans le programme l'Assemblée constituante et la fabrication d'une 6e République par le peuple lui-même. Voilà, en créant cette illusion, voilà, que chacun avait un rôle en tant que citoyen, avait une dignité en tant que citoyen, et que c'est en relevant la tête en tant que citoyen et en captant ce pouvoir souverain qui n'aurait jamais dû finalement être ailleurs qu'au sein du peuple depuis la Révolution française, c'est comme ça qu'on obtiendra l'application du programme par ailleurs merveilleux qui est porté par les partis de gauche et écologistes depuis longtemps. Hein, c'est pas le problème du programme. Le programme, il est écrit et réécrit, je crois, dans les différentes organisations. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est générer la majorité. Et là, c'est comme ça qu'on a fait cette présidentielle et jamais on a obtenu un score comme ça. Donc je pense que c'est ce filon qu'il faut continuer de développer. Bien, donc générer la majorité, ne pas se contenter d'avoir le meilleur programme, puisque si les gens élisaient les personnes qui ont le meilleur programme, ça se serait vu depuis longtemps. Comment générer la majorité, ça signifie, c'est poser la question démocratique de la participation du peuple. Mais au-delà du moment où un peuple peut être inspiré et inspirateur du changement par le mouvement constituant démocratique, comment tenir dans la durée? En Espagne, la naissance de Podemos, c'est le mouvement des indignés, le 15M. Ce mouvement des indignés a été un moment performatif dans la vie politique espagnole et a généré l'entrée dans la vie politique de millions de personnes qui s'étaient mis de côté. Mais comment on tient dans la durée? Esperanza, Podemos nace del 15M, que ha sido un momento de cambio fundamental en la ilusión de la gente, pero luego, en el tiempo, ¿cómo se mantiene esa propulsión del pueblo para mantener la participación democrática del pueblo en el cambio que se tiene que montar con partidos políticos con todas las contradicciones que eso genera? ¿Cómo hacemos? Bueno, no tengo yo la receta exacta, pero hablando de lo que decía Raquel y por supuesto con esta pregunta, creo que es muy importante la idea de que somos el 99%. Esto quiere decir que en la historia el 1% de la población nunca ha sido tan rico, nunca ha tenido tanto poder para controlar su riqueza y controlarla y protegerla sobre el 99%, pero somos el 99%. Es decir, solo hace falta, lo primero, unirnos. Cuando comenzó Podemos, que era una herramienta del cambio, que era una herramienta para unir, lo hizo con mucha ilusión. Yo recuerdo unas semanas antes de que apareciera Podemos, en las noticias en España, hubo una noticia que fueron un grupo de personas que estaban enfrente de las costas españolas, que fueron recibidos con pelotas de goma por las fuerzas de seguridad del Estado y que se ahogaron. A lo mejor quieres... Bon, concernant ta question, Alberto, je n'ai pas la réponse précise, mais ce que je sais, et comme Raquel elle a dit, c'est que nous sommes les 99%. C'est-à-dire il y a 1% de la population qui est plus riche que jamais, qui nous contrôle plus que jamais, mais nous sommes les 99%. Donc la première chose à laquelle il faut penser, c'est à l'unité. Au début, Podemos, je m'en souviens, ça générait vraiment beaucoup d'espoir. Je me souviens que juste une semaine avant que Podemos apparaisse, il y avait des immigrants qui sont arrivés aux côtes espagnoles, qui ont été tués par des pistolets. Et en fait, une semaine après, Podemos s'est né et ça nous a généré vraiment beaucoup d'espoir. Entonces, cuando me preguntan cuál es la ilusión de entrar en Podemos, no es por mí, no es por las personas que yo quiero, es por también todas esas personas que no pueden defenderse. Todas esas personas que se están ahogando en nuestras costas. Todas esas personas que han sido expulsadas de los sistemas políticos, que no son llamadas por las urnas, porque en su día a día las están desahuciando, las están sacando de sus casas. Entonces es difícil que esas personas que tienen que pensar en qué van a comer o dónde van a dormir esa noche con sus hijos
puedan acercarse, puedan sentirse interpeladas por nuestros dirigentes políticos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo es la ilusión? Han pasado muchas cosas desde entonces y creo que la mejor forma de mantener la ilusión es por los hechos, porque somos lo que hacemos. Y lo que ocurrió con los inmigrantes, o lo que ha ocurrido durante todos estos años, antes de que apareciera Podemos y sigue, fue un movimiento muy fuerte que fue la lucha contra los desahucios. Es decir, que había un montón de casas en España que estaban siendo vaciadas, las familias estaban siendo expulsadas, se estaban quedando vacías, cuyos únicos dueños eran los bancos. Pues lo que pasó fue que una de las personas que lideró el movimiento contra los afectados, o sea, que ayudaba a los afectados por la hipoteca, ahora mismo es la alcaldesa de Barcelona. ¿Qué es lo que puede mantener la ilusión? El apoyo a todo el trabajo que se está haciendo y que se mantiene y que da sus frutos. Y creo que una de las cosas muy importantes que están ocurriendo es demostrar que se puede y que solo es la voluntad política y la voluntad de las personas las que pueden realmente llevar al cambio. Que haya una persona como Manuela Carmena, que es una jueza retirada, siendo la alcaldesa de Madrid, y que sea Ada Colau, una de las líderes del movimiento contra la reforma, contra los bancos, contra los desahucios, la alcaldesa de Barcelona, no es por casualidad. Y además, esto... Luego sigo. Donc c'est pour ça Pour ceux qui ont l'oreille, elle dit Madrid, ce qui trahit son origine madrilène. quand on me demande pourquoi je suis à Podemos, c'est pour ça aussi. C'est pour défendre les gens qui ne peuvent pas se défendre. Par exemple, les gens expulsés de leur logement, que comme vous le savez, ça a été vraiment une catastrophe en Espagne, avec tous les banquiers qui ont pris les logements de beaucoup de personnes et qui ont expulsé cette personne de leur logement. Comment on peut attirer cette personne-là à venir vers nous, venir vers Podemos? Par exemple, je vous mets un exemple, avant Podemos, il y avait une plateforme qui s'appelait l'APA, que c'est une plateforme contre les expulsions. Une des personnes de cette plateforme est maintenant la maire de Barcelone, Ada Colau. Ou par exemple, ce qui s'est passé aussi à Madrid avec Manuela Carmena. Nous devons montrer que nous sommes capables de faire les changements. Ce n'est pas le hasard que maintenant Ada Colau soit la maire de Barcelone ou que Manuela Carmena soit la maire de Madrid. Porque además, cuando estas mujeres entran en política, su vida, bueno, personalmente estoy segura que es mucho peor de la que tenían antes. No lo hacen por ellas, lo hacen por todas esas personas que están sufriendo las verdaderas consecuencias de esta crisis humana y social que vivimos. Y además pasan cosas como que la lucha por la vida se pone en el debate en los congresos. Y no es casualidad que pasen cosas como que los desahucios se paren, y no es casualidad que, por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona, cuando se queda embarazada y se da de baja, a quien deja en funciones es el primer alcalde de origen latinoamericano que ha tenido una ciudad tan cosmopolita como Barcelona. Eso no podría, o sea, eso sería inimaginable hace 3 años. Et en plus, moi, je suis sûre que quand cette femme elle choisit de rentrer dans la politique, sa vie privée n'est pas si bien. Par exemple, elle les font pour les gens, en fait. Elle les font pour aider les gens. Et c'est pas l'hasard que quand elle rentre dans la politique, la lutte pour la vie soit au cœur du congrès, au cœur du débat. C'est pas l'hasard que les expulsions commencent à s'arrêter. Et c'est pas l'hasard non plus que Ada Colau, quand elle est en congé maternité, elle laisse aux premières mères d'origine latino-américaine être les maires de la ville de Barcelone. Gerardo Pisarello. Donc, le rassemblement, le mouvement populaire peut avoir une traduction politique, déjà par le fait que ces leaders, un certain nombre de personnes issues du mouvement populaire prennent des responsabilités, par exemple dans la vie municipale comme celle qu'en Espagne. Ce mouvement permet de freiner le bras des mauvais coups contre le peuple, avec des vrais acquis en forme de résistance, mais passer à prendre des responsabilités, Raquel, comme devenir maire,
député, président d'un parti, etc. Comment faire pour ne pas se couper de ce mouvement lui-même et ne pas devenir un politicien comme les autres? Je pense qu'en ce qui concerne la France, il y a déjà une grande évolution qu'on est en train de vivre déjà. Parce que le rôle des élus n'est déjà plus ce qu'il était il y a même 5 ans. Il y a une notion d'inefficacité, y compris du pouvoir électif dans certains forums, et de concentration du pouvoir à d'autres lieux du système du pouvoir, et notamment étatique, qui font qu'il y a beaucoup de faux semblants. C'est-à-dire que... Et puis il y a aussi des travers, c'est très français, mais on a en France une vie politique qui est très marquée par le fait présidentiel. C'est-à-dire, vous avez un président de la République qui est dans l'impunité la plus absolue. Ça n'existe dans aucune autre démocratie. C'est-à-dire un homme qui a énormément de pouvoir sans avoir de responsabilité politique. Dans n'importe quel État parlementaire, la personne qui exerce réellement le pouvoir gouvernant, c'est-à-dire le Premier ministre par exemple, il est responsable devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement. Il peut être à tout moment destitué par celui-ci. Il en émane d'ailleurs directement. En Angleterre, au Royaume-Uni, le Premier ministre, c'est la personne qui a été désignée par le groupe majoritaire au Parlement. Bon, c'est simple. En France, non. En France, le président de la République est dans une impunité totale. Il ne peut pas être renversé, il ne peut pas être, n'utilisons même pas ce mot renversé, juste on ne peut pas mettre fin à son mandat par des voies institutionnelles liées à sa responsabilité politique. Donc il y a une sorte de... Voilà, il y a une sorte de comportement on sent qu'ils ont conscience de leur impunité. Ils ont développé par exemple des théories sur le fait d'être impopulaire. Gouverner en étant impopulaire, c'est devenu le summum du courage en France. Alors qu'en fait, c'est juste les conséquences directes des institutions qui directement mettent un cordon sanitaire entre le président et le peuple, et les électeurs. Et ce comportement de l'impunité, qui dans le cas de Nicolas Sarkozy a confiné à l'impunité pénale, c'est-à-dire c'est donc des comportements où puisque je peux tout faire, finalement j'ai au cas aussi voler dans la caisse, m'organiser avec le Pygmalion pour tricher aux élections présidentielles en dépensant le double de ce que j'ai le droit de dépenser, etc. Elle rejaillit en cascade sur toute la classe politique. Puisque le député, il se dit, puisque le grand patron, il vit dans l'impunité, pourquoi moi, est-ce que je ne ferais pas pareil? Et au niveau de la commune, c'est dramatique, parce que les maires sont dans un exercice du pouvoir totalement présidentiel, avec des groupes majoritaires autour du maire qui n'ont finalement qui ont très peu de pouvoir, très peu d'incidence sur ce que dit le maire, et avec des comportements veules, c'est-à-dire que comme il a la main sur un certain nombre de décisions budgétaires, du coup, les gens qui veulent un morceau du budget, ils ont des comportements de cours, des comportements de flatterie. Même les gens qui veulent du bien, c'est-à-dire, par exemple, surtout en période d'austérité, comme les budgets sont restreints, vous êtes, par exemple, président d'une association qui fait du soutien scolaire ou qui aide les migrants. C'est des gens bien. Et bien finalement, pour avoir la petite subvention de 300 €, de 400 €, de 500 €, on va aller toucher la main du maire, accepter qu'il se prenne en photo avec soi, et accepter surtout que le maire dise dans des inaugurations « j'ai financé telle association, j'ai financé par exemple cette infrastructure, la piscine », et personne ne dit jamais « non gars, t'as rien financé du tout, c'est nos impôts, c'est nous qui avons financé, pas toi qui as financé ». Mais tout le monde dit « ah, qu'est-ce qu'il est bien ce maire, il a financé le truc, il a financé... » Mais non. Donc il y a une sorte de dégénérescence totale, en fait, finalement, du fait délégataire à tous les niveaux, et ce qui génère un grand discrédit des élus d'une façon générale. Alors, en France, c'est bien... Enfin, comment dire, ça a un effet positif. C'est que, du coup, il se génère des lieux de pouvoir politique en dehors de ces espaces sélectifs. Moi, par exemple, j'en suis un exemple, une sorte de symptôme. Dans le cadre de mon activité militante autour de Jean-Luc Mélenchon, ma tranchée, si vous voulez, mon lieu de combat le plus quotidien, c'est les médias.
Mais il y a 5 ans ou 10 ans en France, c'était pas envisageable que quelqu'un qui ait mon niveau d'intervention dans les médias ne soit pas élu. C'était juste pas pensable. On n'invitait pas à quelqu'un à la télévision qui n'était pas député, qui n'était pas, ou je sais pas, conseiller régional et ainsi de suite, ou maire ou quelque chose. Pas rien. Voilà. Et moi, je suis rien. Je suis pas élue. J'étais même pas candidate aux élections législatives. Aussi, pourquoi ? Parce que je considère que le combat, c'est la 6ème République et que je veux bien être membre de l'Assemblée constituante, mais je n'ai pas envie d'être membre de l'Assemblée nationale de la 5ème République. Bon, je dénigre pas cette fonction et on a vu à quel point les députés insoumis, notamment, font un travail formidable et clairement, ils utilisent leur mandat de député comme un lieu de rayonnement pour le pays entier et ça marche très très bien. Mais d'ailleurs, ils bousculent totalement l'ordre de cette Assemblée elle-même. C'est-à-dire que il y a d'abord l'histoire de la cravate qui porte pas, qui était très symbolique, mais sur les pattes, quand ils amènent les pattes dans l'Assemblée, des choses comme ça, personne faisait ça avant. C'est-à-dire, c'est vraiment de l'agitation propagande comme on en faisait en France dans les années 60-70, avec le fait d'utiliser les médias, d'utiliser l'action politique théâtrale pour parler au citoyen qui est le plus loin de la politique, celui qui est loin, au moins quelque part là dans son éloignement, il va entendre dire qu'il y a un député qui a sorti des pattes à l'Assemblée pour dire c'est pas possible de baisser les allocations logement de 5 €. Voilà, donc il y a ça. Je vois bien que le fait d'avoir obtenu un groupe insoumis à l'Assemblée nationale, ça a créé beaucoup d'espoir, beaucoup de joie, et notamment après la défaite à la présidentielle. C'est clair que ça a été une sorte de séance de rattrapage qui en a rassuré plus d'un. Et la clé, ça a été la participation aux élections. Parce que la campagne législative a démarré sur une tonalité qui donnait à Macron finalement une chambre vraiment totale, quoi, c'est-à-dire une majorité écrasante. Tous les médias et les sondages disaient que la majorité de Macron allait être écrasante. Et en définitive, ça nous a servi parce que les macronistes se sont un peu démobilisés en disant bah, c'est réglé. Et les autres se sont un peu mobilisés en disant bon, quand même, il faut y aller. Et ce différentiel de participation à l'élection législative qui est de quoi ? De 1 à 2%. C'est pas non plus énorme. C'est une différence entre avoir 2 députés et avoir 17 députés. C'est ça qui a modifié le rapport de force. Et au final, c'est très, très concret. Donc oui, il faut avoir un comportement quand on est un élu qui n'est pas... Comment dire, qui ne perpétue pas la différence entre le peuple ici, l'élu là. L'élu, il est du peuple, voilà. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleva el pueblo, voy. Alors, il y a un terreau après pour la traduction de ce slogan, qui est un slogan chilien. C'est une chanson, ouais. C'est une chanson de Víctor Jara, écrite par Violeta Parra, non ? Non, c'est une chanson qu'il a pas eu une chanson. C'est quand même chilien, voilà. Oui. Donc, l'exemplarité des élus et en même temps leur lien et le fait de rendre compte au peuple et de changer le rapport de représentation. En Espagne, l'actualité espagnole est marquée par le conflit lié à la revendication indépendantiste catalane, mais ce conflit masque un débat, un sujet porté par Podemos de manière importante, qui est la dénonciation de la corruption gigantesque et endémique de tous les échelons du pouvoir en Espagne, que ce soit le pouvoir central, que ce soit les pouvoirs des régions, comme par exemple la région andalouse dirigée par le Parti socialiste depuis presque 40 ans, et que ce soit bien entendu la région catalane dirigée par la droite nationaliste catalane, qui est connue comme le parti des 3%, avec le prélèvement de 3% sur tout marché public. Comment est-ce que la corruption, faire pour que la dénonciation de la corruption amène le peuple à s'engager dans la politique plutôt que de s'en désintéresser sur le thème, ils sont tous le même. Esperanza, la corrupción denunciada por Podemos, ¿esa permite que la gente se meta en política para echar los corruptos o arriesga con que la gente diga, mira, todos son iguales, yo me quedo al lado? Bueno, yo no sé si la corrupción ilusiona a la gente para meterse en Podemos, pero lo que sí que creo que ha ocasionado Podemos es que toda esta gente corrupta hasta las trancas se quiten las máscaras y veamos qué es lo que hay detrás.
y que gracias a esta irrupción de Podemos ahora conocemos verdaderamente las caras de esta gente y ahora mismo, por ejemplo, con el asunto catalán, están tratándolo de una manera completamente irresponsable para generar un problema mucho mayor y tapar así los verdaderos problemas que están lidiando con el día a día todos los españoles y todas las españolas. Y mucho más allá, también europeos y europeas. Je ne sais pas si la corruption, c'est la raison pour laquelle les gens sont à Podemos ou pas, mais ce qui est clair, c'est que maintenant, on voit plus ces gens corrupts. C'est-à-dire, on voit leur visage. Et par exemple, ce qu'ils essayent de faire en ce moment, avec toute la question de la Catalogne, c'est de faire beaucoup de bruit pour faire en sorte qu'on ne voit pas toute la corruption qu'il y a au sein de leur parti. Y no solo el ruido, es generar un problema cuando se podía haber atajado con soluciones dialogadas en un origen cuando el problema no era tan grande. Yo también me quiero independizar del gobierno de Rajoy. ¿Quién no? Por supuesto. Pero no... El problema actual... me gustaría poder imaginarlo cómo serían los titulares si ahora mismo el presidente del gobierno, por volver desde la cuestión femenina, fuera Manuela Carmena y la presidenta de la Generalitat fuera Ada Colau. Entonces hablábamos de independentismo, entonces hablábamos de la cooperación, la solidaridad entre pueblos, qué identidad tiene cada uno. Pero ¿cuál es el verdadero problema? ¿Es el problema generado por los gobiernos? ¿Cada uno desde su parte? ¿Cada uno desde quién quiere mantener el poder de qué? ¿O es el problema generado entre sus gentes? Moi, ce que je crois, c'est qu'ils font tout ça et que ça a généré un problème qui aurait pu être réglé beaucoup avant. Mais aussi, une chose qu'il faut penser, c'est qu'est-ce qui passerait si le président du gouvernement était Manuela Carmena et la présidente de la Generalitat était Ada Colau. Je crois que là, les titulaires parleraient d'autre chose, parleraient peut-être de la solidarité entre peuples et pas non maintenant de faire un choc des trains entre un peuple et l'autre. Alors, là, on voit en Espagne comment les dirigeants politiques installés depuis longtemps, qui profitent du système, attisent la division des peuples sur des bases catalans contre espagnols, espagnols contre catalans, catalans contre andalous, etc. Attisent la division des peuples et attisent des sentiments déjà existants pour diviser. Ils ont une force de division. Comment est-ce qu'on peut aller au-delà de cette force de division pour rassembler le peuple contre cette caste qui veut rester gouvernée à tout prix, même en brûlant les vaisseaux, comme on dit en espagnol? Ça a à voir directement avec ce qu'on disait tout à l'heure et ce que disait Humboldt à Bolivar, c'est identifier correctement le « eux ». Nous, en France, toute proportion gardée avec le débat indépendantiste espagnol, on a un poison qui est la xénophobie, l'extrême droite, le Front National, qui incite les Français, et notamment les classes les plus pauvres, à détester non pas leurs oppresseurs, mais leurs voisins d'usine ou de chômage, parce qu'il est d'une autre nationalité, ou pire encore, de détester le réfugié qui est en train de traverser sur des bateaux, etc. C'est-à-dire, il y a une notion d'abolition de l'empathie totale. Même une sorte de déshumanisation, parce que spontanément, il y a quand même de l'empathie, normalement, un peu, notamment vis-à-vis des enfants. Mais le Front National, il dit attention, si vous êtes dans l'empathie, c'est qu'on vous a piégé, on vous utilise votre cœur. C'est comme il y avait eu l'image de ce petit Aylan là, sur la plage. Le Front National avait dit mais tout ça c'est de la manipulation médiatique, on parle à votre cœur. Bah oui, et alors c'est quand même normal qu'on parle à notre cœur. C'est la base de notre humanité quand même, d'avoir ce cœur-là. Et là où la réponse à faire, c'est un piège, parce que eux, ils latéralisent en disant eux, c'est qui? Eux, c'est les étrangers. Eux, c'est les musulmans.
eux, c'est les réfugiés. Donc, leur eux, on comprend à peu près ce que c'est. Le nous, leur nous, c'est quoi? Le nous, c'est ceux qui ne sont pas musulmans, pas étrangers, pas réfugiés. Parce que leur nous, on ne le comprend pas non plus ce que c'est très très bien. Hein. C'est à la fois l'exploiteur dans l'entreprise et l'exploité. C'est à la fois, les catholiques, les blancs. C'est difficile à vraiment définir. Mais en tout cas, on sait qui est le eux. Et si moi je dis, c'est dégueulasse ce que tu dis, je vais... me mettre avec les réfugiés ou avec les musulmans, par exemple, en disant oui, il faut pouvoir absolument exercer la religion dans la rue sans problème, etc. Et en fait, je rentre dans un piège parce que je garde la même latéralité eux-nous, sauf que je change de place. C'est-à-dire, je me mets dans un nous opprimé musulman, nous opprimés réfugiés et immigrés, avec les autres, le eux qui est un eux, du coup, qui deviendrait les... Et c'est un piège, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de changer de place dans cette latéralité, c'est que cette latéralité n'existe pas et que le 99% soit uni. Voilà. Donc, pour que le 99% soit uni, j'ai besoin de changer de vocabulaire déjà pour commencer. J'ai besoin que, quand je parle politique, je cesse de me positionner dans les catégories mises en place par nos adversaires et par ceux qui empêchent l'unité des 99%. Donc j'ai besoin toujours, moi, d'être dans quelque chose de créatif, de créer des mots qui donnent à voir et à comprendre assez naturellement et le plus intuitivement possible cette unité des 99%. Par exemple, c'est quand Mélenchon utilise le mot « les gens ». Les gens. Bon, les gens, c'est simple. C'est pas très excluant comme mot. C'est très rassembleur. La gente, tu vois. Bon, donc, on peut s'y attacher. Ou quand on dit, à propos d'Emmanuel Macron, qu'il a réunifié l'oligarchie. Ce qui est vrai. Parce qu'avant, l'oligarchie, elle était dispersée. Il y en avait un peu au PS, il y en avait un peu à droite, il y en avait dans la haute fonction publique, il y en avait dans les banques, dans les lobbies. Maintenant, Macron, il a réunifié tout ça au sein d'un mouvement qui est son mouvement à lui, macroniste. Bon, du coup, ça clarifie les choses. Voilà, ça clarifie. Mais nous, on doit faire attention à générer cette empathie qui, au final... pour dire les choses de façon finalement peut-être plus audible par notamment les xénophobes qui, eux, se disent patriotiques, c'est le patriotisme. Parce que le patriotisme, c'est un amour de l'autre. C'est une émotion qui vient, un affect qui vient du fait d'être ensemble dans une patrie. Et ça, là, en Amérique latine, c'est très naturel. Hein. Enfin, moi, je viens d'une zone du monde où être patriotique, c'est la base. Il n'y a pas un seul meeting politique où on ne chante pas les hymnes nationaux. Enfin, je veux dire, c'est très, très, très naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est de ne pas être patriotique. Et cet amour des autres, c'est le point de départ pour comprendre l'amour après de sa classe, l'amour de ses 99%. C'est ça, l'empathie avec l'autre. Avoir cette notion que je ne suis pas un individu isolé dans ma situation, c'est que je ne suis rien sans les autres. Et je ne peux pas être heureux dans un océan de malheur. Donc je dois assumer comme une responsabilité mienne la pauvreté, la difficulté à vivre. Par exemple, les expulsions locatives, ce que raconte Esperanza sur le rôle d'Ada Colau et du mouvement Podemos dans la lutte contre les expulsions, c'est très important. Et vous verrez qu'en France, on y viendra, parce que la facilitation des licenciements par les ordonnances Macron, si on n'arrive pas à le faire reculer, et j'espère qu'on le fera reculer, je pense qu'on peut faire reculer Macron, mais il faut vraiment, vraiment s'y mettre. Il faut aller manifester, il faut générer sur son lieu de travail des grèves ou que sais-je. Mais cette facilitation des licenciements, c'est très concret derrière. C'est-à-dire c'est des gens qui, du coup, ne peuvent pas payer leur retraite pour leur maison. Dans un contexte dont on sort, où finalement le taux immobilier était assez bas et où il y a eu des prêts. On n'est pas au niveau des subprimes comme aux États-Unis, mais il y a eu des prêts qui ont été faits aux particuliers pour l'achat immobilier en France. Et quand on ne peut plus payer ses traites, ça va faire des ventes aux enchères et des expulsions, etc. Et à ce moment-là, on verra qui sont les solidaires. C'est-à-dire ceux qui en parlent ou ceux qui vont dans la lutte pour empêcher physiquement qu'une famille soit expulsée de sa maison. C'est ça aussi qu'il faut qu'on prenne en charge et qui est important. C'est qu'il n'y a plus cette notion de mouvement politique pur jus qui ne fait que de faire du blabla ou du programme. Il faut prendre en charge la solidarité directement dans un contexte où l'État lui-même, il s'est auto-détruit dans son action
de solidarité. Et du coup, je pense que c'est aussi en faisant comme ça que derrière, on crée de la conscience, de l'engagement politique et, pour revenir à ce que tu disais, une majorité électorale. Quelques questions parmi les écoutants. Bonjour, je me présente, je suis d'origine serbe. Question de réfugiés. Il faut d'abord poser la question pourquoi on a des réfugiés. Si on ne pose pas cette question-là, c'est-à-dire on va faire la guerre là-bas pour leur voler leurs richesses, pour les tuer la population massivement. On a vu, comment dirais-je, l'Afghanistan, l'Irak, Libye, Sarkozy, c'est la Libye. Personne n'a manifesté. La Yougoslavie. On a détruit un pays parce qu'elle était socialiste. Et les Américains, quand on dit socialisme, ils voient rouge. Et la preuve aujourd'hui, c'est en Corée du Nord. Vous avez la marine américaine, anglaise, britannique et française. C'est trois marines qui sont dans la mer du Japon contre la Corée du Nord. Soi-disant, la Corée du Nord menace la paix mondiale. Mais qui est terroriste? Qui est le vrai terroriste? Pourquoi il y a tant de réfugiés? Mais ils ne viennent pas ici parce qu'ils aiment venir. Parce qu'on les oblige, on les bombarde. Et quand on a ici la réaction de certains pour les attentats, on se plaigne, mais on n'a rien fait pour qu'on ne fait pas là-bas. Bien. Tu poses donc une question sur les réfugiés, une intervention, tu abordes la question cruciale des réfugiés, pourquoi viennent-ils et comment fait-on pour aborder ce sujet extrêmement important pour les peuples d'abord qui sont obligés de se réfugier et pour tout ce que ça signifie pour les pays qui doivent les accueillir. Comment aborder ce sujet? Une autre intervention, une question, comme ça Cayetano, comme ça on passe ensuite la parole aux intervenants. Merci beaucoup pour cette intervention que j'ai trouvée vraiment très complète et assez éclairante. Ma question en fait c'est, je vois bien comment vous avez présenté ça de façon, en raccrochant beaucoup à la stratégie populiste telle que définie par Laclos et Mouffe. Et j'aurais voulu en fait avoir votre avis sur les limites actuelles de ces stratégies en fait, puisque comme on peut voir aujourd'hui en Espagne avec le PSOE qui reste toujours très fort, ou même dans des limites, de façon plus limitée avec Hamon en France et ses 6%. Est-ce que vous envisagez toujours le dépassement de ces vieilles forces social-démocrates ou socialistes, ou est-ce que vous pensez qu'une forme de compromis serait nécessaire avec elles? Voilà, je pense que c'était ma question. Esperanza, pregunta del compañero, él va traduciendo, pues así contestas. Bueno, empezando por lo último, y a lo mejor luego le doy la palabra mejor a Raquel para lo siguiente, creo que como nosotros definimos por lo que hacemos, el PSOE también se define por lo que hace. Y lo que le pasa al PSOE es que tiene mucha historia. Una historia larga y también una historia muy reciente. Una historia que, por ejemplo, aprueba los desahucios express. O sea, es el PSOE, el gobierno del PSOE, el que empezó con estos desahucios. Es también una historia que nos ha quitado el derecho a voto. El PSOE, fue el PSOE, el gobierno del PSOE, a los más de 2 millones de personas españoles que vivimos fuera. Entonces yo creo que podemos hablar de alianzas, podemos hablar de qué es necesario para llegar al poder, porque por supuesto Podemos nació con la idea de derrocar al gobierno del PP. Eso es una idea fundamental y no vamos a parar hasta conseguirlo. Es cuestión del PSOE saber en qué lado quiere estar. Porque el PSOE ha tenido la oportunidad de estar de nuestro lado y no ha querido. El PSOE ha podido cambiar su historia y no lo ha hecho. Entonces, hasta que el PSOE no demuestre con hechos y no cambie su estrategia, o sea, creo que la nuestra está bastante clara desde que nacimos. La suya, no. La suya, desde luego, dice mucho
más malo que bueno de lo que ha hecho en nombre del socialismo. Entonces, creo que más que las palabras, más que a lo mejor el concepto de populismo y demás, creo que es el día a día, porque ahora no estamos en campaña electoral, estamos en los gobiernos. Entonces hay mucho por hacer y ellos tienen mucho poder para hacer cosas. Donc, concernant la question du PSOE, et nous, ce qu'on pense, c'est que les PSOE se définissent toutes seules. Ils ont une histoire, et je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est les PSOE qui a permis les expulsions de logements exprès, et c'est les PSOE aussi... Continue. Et c'est les PSOE aussi qui nous a levé les droits de voter aux élections aux plus de 2 millions d'Espagnols qui habitent à l'étranger. Donc c'est clair qu'on peut parler des alliances, parce que nous, ce qu'on veut surtout, c'est lever du pouvoir au Parti populaire, les partis conservateurs espagnols. Mais c'est les PSOE qui doivent décider. Nous savons ce que nous voulons, mais c'est eux qui doivent décider. Il faut laisser les mots de côté, les mots populisme, etc., il faut laisser de côté, parce que maintenant, on est au gouvernement, donc c'est eux qui doivent décider s'ils sont de notre côté ou du côté du Parti populaire. Raquel, les réfugiés, l'agression des populations dans de nombreux pays, la destruction de pays entiers, Yougoslavie, Irak, Libye, Syrie aujourd'hui, et ce que cela provoque comme migration massive et déséquilibre dans tous les pays, qu'en dis-tu ? Je suis d'accord, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a d'abord des causes aux grands mouvements de population dans le monde, et aux guerres, il faut rajouter aussi la question climatique, qui met de plus en plus de gens sur les routes, et que si on ne résout pas la question du réchauffement, on va encore avoir des millions de personnes sur les routes. Donc là-dessus, je suis d'accord. Juste aussi à propos de la Corée du Nord et des États-Unis, c'est-à-dire de ce couple maléfique en fait formé par Trump et Kim Jong-un. C'est absolument fou à quel point il y a une mise en scène d'espèces de lutte et de danger, un truc très belligène. Alors que, par exemple, moi j'ai découvert, il y a peu, en fait, j'avoue, c'était connu, mais moi je ne le savais pas, qu'il y a 1 million de personnes qui vont en tourisme par année en Corée du Nord. Que le régime organise des déplacements pour des personnes qui veulent aller voir. Et en France, par exemple, il y a le chroniqueur télé de Ruquier, là, Yann Moix. Ça fait déjà 3 fois qu'il va en vacances en Corée du Nord. Donc en fait, il y a quelque chose de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens, ils vont là-bas et ils font du ski et tout ça. C'est fou. Il n'y a pas de Coréens sur les pistes. Hein. Ou alors l'intelligentsia... Une sorte d'intelligentsia. Bon, si vous êtes déjà allé en vacances, peut-être vous pourrez raconter. C'est pas mon cas, je compte pas y aller. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi se méfier d'une espèce de langage belliqueux qui ne sert personne, sinon de maintenir les gens dans un état de terreur et encore une fois, identification d'un ennemi qui n'est pas forcément l'ennemi réel. Pour revenir à la question très rapidement sur la stratégie populiste, bon, en France, comment dire, on est dans une situation où aujourd'hui, après la présidentielle, où quelque part la question elle est réglée sur la pérennité d'une stratégie stricto sensu d'alliance, parce que le sort des Républicains et du Parti socialiste, qui étaient les 2 partis piliers de la Ve République, a été réglé de façon spectaculaire à ces élections. Et même Benoît Hamon, le candidat, n'est plus au Parti socialiste. Bon, donc je veux dire, avec un score à 6% et le candidat lui-même qui est plus au PS, cette affaire elle est réglée, donc elle va s'éteindre gentiment ou pas, ou doucement ou pas, mais on s'en fiche complètement. Maintenant, il y a 2 grands mouvements qui ont émergé en France, c'est En Marche et la France Insoumise. La France Insoumise qui n'est pas un parti, et En Marche qui a une organisation un peu en partie, parce qu'ils ont des adhésions et tout ça, c'est différent. Mais clairement, le mot insoumis est entré dans la culture, c'est-à-dire les gens se disent insoumis. Ah oui, je l'ai toujours été, en fait, depuis que je suis enfant, je suis insoumis. Bah oui, bah moi aussi, toi aussi. En fait, ça veut tout et rien dire. Ça veut juste dire, j'ai levé la tête et je me bats, quoi. Voilà, c'est la chose, c'est très très simple. Et le socle commun, c'est le programme. Voilà, c'est le programme qui a été porté par Jean-Luc Mélenchon.
Après, comment ça s'organise un mouvement dans lequel il n'y a même pas d'adhésion, il n'y a pas de... Bon, c'est pas non plus très très simple, hein, en tout cas par rapport à des référentiels de partis, pour ceux qui en venons. Pour ceux qui ne viennent pas des partis, c'est très simple. Mais pour ceux qui venons des partis, des fois, on a un peu de mal à se caler, quoi, à se dire, bon... Mais je suis persuadée qu'il faut garder ce format souple, quoi, cette idée que... il faut que ça soit facile d'être insoumis, et quelqu'un qui se dit insoumis, il n'y a pas besoin de lui demander, il ne faut pas que ce soit compliqué, quoi. Par contre, et puis il faut beaucoup de liberté et d'autonomie dans l'organisation. Il faut tourner, comme le dit Esperancé, vers l'action. C'est l'action qui en définitive détermine tout. Et là, tout le monde, de toute façon, même ce qui a été construit à la présidentielle, qui est une grande mobilisation en France sur un programme qui est quand même très très subversif par rapport à l'ordre établi, économique, politique, etc. Il faut qu'il montre qu'il est aussi là quand il s'agit de sauver la peau de 18 millions de salariés et par ricochet de tous les Français. Parce que tout le monde va être ratiboisé à la même longueur de coupe de cheveux par ces ordonnances Macron. Donc il faut y aller, quoi. Et même si les gens pensent qu'ils ne sont pas forcément touchés pour une raison ou pour une autre, c'est faux. Tout le monde est touché. Et je veux dire, la politique, c'est comme l'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et ben, l'insoumission, c'est pareil. Il n'y a pas d'insoumission, il n'y a que des preuves d'insoumission. Et la preuve de l'insoumission, c'est que là, il faut être en grève, il faut être mobilisé le 21 et évidemment le 23, et tant qu'il faudra, jusqu'à la victoire.